Parlons franchement. Nous vivons dans une époque où tout le monde parle, mais peu de gens communiquent vraiment. Les réseaux sociaux nous ont donné une plateforme pour exprimer chaque pensée qui traverse notre esprit, mais cette abondance de paroles a créé une rareté de communication véritable. Tu peux être la personne la plus intelligente de la pièce, avoir lu tous les livres, maîtriser tous les arguments logiques, et pourtant rester invisible, ignoré, sans influence réelle. Pourquoi ? Parce que l'intelligence émotionnelle en communication n'a rien à voir avec l'accumulation de connaissances. Elle concerne ta capacité à créer une résonance émotionnelle authentique avec les autres. Jung a passé des décennies à étudier ce qu'il appelait la différence entre la persona et le self authentique. La persona, c'est ce masque social que nous portons, cette façade que nous construisons pour être acceptés, pour paraître compétents, pour impressionner. Mais Jung a découvert que les personnes qui influencent vraiment ne parlent pas depuis leur persona. Elles parlent depuis un lieu d'authenticité émotionnelle intégrée. Elles ont fait le travail difficile d'intégrer ce que Jung appelait l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous préférons ignorer, ces émotions que nous jugeons négatives, ces aspects de notre psyché que nous rejetons. Et c'est précisément cette intégration qui leur donne une présence émotionnelle magnétique quand elles parlent. Les stoïciens comprenaient cela d'une manière différente, mais tout aussi profonde. Épictète enseignait à ses disciples que nous avons 2 oreilles et une bouche pour une raison, pour écouter 2 fois plus que nous parlons. Mais cette écoute stoïcienne n'était pas passive. C'était une observation active des impressions, une compréhension profonde que chaque personne vit dans son propre univers d'émotions et de perceptions. Et pour communiquer avec impact, tu dois d'abord comprendre cet univers émotionnel de l'autre. Antonio Damasio, neuroscientifique portugais renommé, a révolutionné notre compréhension de la communication avec sa découverte des marqueurs somatiques. Il a prouvé que nos décisions, nos changements de perspective, nos moments d'influence ne sont jamais purement rationnels. Ils sont toujours guidés par des signaux émotionnels subtils que notre corps envoie à notre cerveau. Quand tu communiques avec intelligence émotionnelle, tu ne parles pas seulement au néocortex rationnel de ton interlocuteur, tu parles aussi à son système limbique, à son corps, à ses émotions. Et c'est là que se produit la véritable transformation. Alors, voici ce que nous allons explorer ensemble dans les prochaines minutes. Je vais te révéler 7 signes distinctifs que tu possèdes cette intelligence émotionnelle en communication. Chaque signe est validé par la psychologie jungienne, la philosophie stoïcienne et les neurosciences modernes. Et plus important encore, je vais te montrer exactement comment cultiver chacune de ces dimensions pour devenir quelqu'un dont les paroles ne sont pas seulement entendues, mais ressenties, retenues et qui inspirent vraiment le changement. Si cette exploration résonne déjà en toi, si tu sens que c'est exactement ce qui manquait dans ta compréhension de la communication, abonne-toi maintenant, parce que ce que je vais partager va te donner les outils exacts pour maîtriser cette intelligence émotionnelle et transformer ton impact dans le monde. Voici quelque chose que Carl Jung a observé chez tous ses patients, qui développaient une véritable influence, une chose qu'ils faisaient tous sans exception. Avant d'ouvrir la bouche, avant de formuler leurs pensées, ils prenaient un moment, même infime, pour reconnaître ce qui se passait émotionnellement en eux. Ce n'était pas de l'hésitation, ce n'était pas de la timidité. C'était une pause consciente, une observation intérieure. As-tu déjà remarqué que les moments où tu regrettes le plus ce que tu as dit correspondent exactement au moment où tu as parlé depuis une émotion non reconnue? Tu étais en colère, mais tu ne l'avais pas identifié consciemment, alors tu as dit des mots blessants, en pensant que tu étais juste en train d'exprimer la vérité. Tu étais anxieux, mais tu ne l'avais pas reconnu, alors tu as surexpliqué. Tu t'es justifié de manière excessive, et tu as perdu toute crédibilité. Tu te sentais vulnérable, mais tu ne voulais pas l'admettre, alors tu as adopté un ton défensif qui a créé un mur entre toi et l'autre. Jung appelait ce processus la prise de conscience de l'ombre.
L'ombre, dans la psychologie jungienne, ce n'est pas seulement nos aspects négatifs, c'est tout ce que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes, et quand nous refusons de reconnaître nos émotions, elles ne disparaissent pas. Au contraire, elles prennent le contrôle de notre communication de manière inconsciente. Tu penses que tu communiques rationnellement, mais en réalité, c'est ta colère non reconnue qui parle. Tu crois que tu es calme, mais c'est ton anxiété non identifiée qui transparaît dans chaque mot. Marc Aurèle, empereur stoïcien, pratiquait quelque chose de remarquablement similaire. Dans ses pensées, il écrit qu'avant d'agir ou de parler, il observait ses impressions. Les stoïciens faisaient une distinction cruciale entre l'impression initiale, ce premier stimulus émotionnel qui surgit en nous, et notre réaction à cette impression. L'impression elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, elle est neutre. C'est notre jugement sur cette impression qui crée la perturbation émotionnelle. En reconnaissant tes émotions avant de parler, tu crées un espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace réside ta liberté et ton pouvoir. Mais attends, parce que ce que les neurosciences ont découvert ensuite va tout éclairer sur pourquoi cette pratique est si puissante. Lisa Feldman-Barrett, neuroscientifique spécialisée dans l'étude des émotions, a bouleversé notre compréhension avec sa théorie de la construction des émotions. Elle a démontré que nos émotions ne sont pas des réactions automatiques et universelles. Ce sont des prédictions que notre cerveau construit en fonction de nos expériences passées et du contexte présent. Ton cerveau prédit constamment ce que tu vas ressentir dans la prochaine seconde, et ces prédictions influencent massivement ce que tu perçois et comment tu réagis. Quand tu prends cette pause pour reconnaître tes émotions avant de parler, tu interromps le cycle automatique de prédiction et de réaction. Tu actives ton cortex préfrontal, cette région cérébrale responsable de la régulation émotionnelle et de la prise de décision consciente. Et dans cette activation, quelque chose de magique se produit. Tu passes de la réactivité émotionnelle à la réponse consciente. Tu ne supprimes pas ton émotion, tu ne la juges pas, tu la reconnais simplement. Et cette reconnaissance seule change déjà la qualité de ta communication. Ce que cela signifie vraiment pour toi, c'est que tu possèdes déjà la capacité de transformer chaque conversation en commençant simplement par cette reconnaissance émotionnelle. Avant ta prochaine discussion importante, avant de répondre à un message qui t'a irrité, avant de partager ton opinion dans une réunion, prends 3 secondes, juste 3 secondes. Et dans ces 3 secondes, pose-toi cette question simple que Jung lui-même utilisait avec ses patients. Qu'est-ce que je ressens vraiment en ce moment? Ne cherche pas à changer l'émotion, ne la juge pas, ne la justifie pas. Nomme-la simplement. Je ressens de la colère, je ressens de l'anxiété, je ressens de la tristesse, je ressens de l'excitation. Cette simple nomination active une région cérébrale appelée le cortex préfrontal ventrolatéral, qui a un effet calmant immédiat sur l'amygdale, le centre de la peur et de la réactivité émotionnelle. Les neuroscientifiques appellent cela l'étiquetage affectif. Et c'est l'une des techniques de régulation émotionnelle les plus puissantes que nous connaissons. Dès aujourd'hui, tu peux commencer à pratiquer ce que j'appelle la pause jungienne. Avant de parler dans une situation qui compte, prends 3 respirations conscientes. Dans la première respiration, observe ton corps. Où sens-tu la tension? Tes épaules, ton ventre, ta mâchoire. Dans la deuxième respiration, nomme l'émotion qui est présente. Dans la troisième respiration, choisis consciemment comment tu veux communiquer depuis ce lieu de conscience plutôt que de réactivité. Mais reconnaître tes propres émotions n'est que la première étape, et ce qui suit est encore plus puissant pour transformer ton impact communicatif. Carl Jung appelait cela l'écoute de l'inconscient collectif, cette capacité mystérieuse que certaines personnes semblent posséder naturellement de percevoir ce qui se passe émotionnellement chez les autres, même quand rien n'est dit explicitement. Tu connais peut-être ces moments où tu sens qu'un ami va mal avant même qu'il ne dise un mot, ou ces instants en conversation où tu captes une tristesse cachée derrière un sourire forcé, ou encore ces situations professionnelles où tu perçois les tensions non verbalisées dans une réunion.
As-tu déjà remarqué que certaines personnes entrent dans une pièce et captent immédiatement l'atmosphère émotionnelle, tandis que d'autres peuvent passer des heures sans percevoir les dynamiques invisibles qui structurent pourtant toutes les interactions? Cette capacité n'est pas magique, elle n'est pas réservée à quelques élus hypersensibles. C'est une forme d'intelligence émotionnelle que tu peux développer consciemment. Jung a découvert dans sa pratique clinique que cette capacité repose sur ce qu'il appelait la projection et le transfert. Nous projetons constamment nos propres contenus psychiques inconscients sur les autres. Et paradoxalement, en devenant conscients de nos propres projections, en intégrant notre ombre, nous développons une capacité extraordinaire à percevoir ce qui se passe vraiment chez l'autre, au-delà de ce qui est dit. Parce que nous ne confondons plus nos propres émotions non reconnues avec ce que l'autre ressent réellement. Les stoïciens abordaient cette question différemment, mais arrivaient à une conclusion similaire. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que nous faisons tous partie du même logos, de la même raison universelle. Il y a une nature humaine commune qui nous relie tous. Quand tu comprends profondément ta propre nature émotionnelle, tu comprends aussi la nature émotionnelle des autres. Ce que les stoïciens appelaient le cosmopolitisme n'était pas juste une idée politique abstraite, c'était une reconnaissance profonde que nous partageons tous les mêmes émotions fondamentales, les mêmes peurs, les mêmes désirs, les mêmes vulnérabilités. Et c'est là que les stoïciens avaient déjà compris quelque chose de fascinant, quelque chose que les neurosciences ont confirmé 20 siècles plus tard. Matthew Lieberman, neuroscientifique spécialisé dans l'étude du cerveau social, a découvert que nous possédons tous ce qu'il appelle un cerveau social. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité neurobiologique. Ton cerveau possède des réseaux neuronaux spécialement dédiés à la compréhension des autres, à la perception de leurs états émotionnels, à l'anticipation de leurs intentions. Ces réseaux incluent ce que nous appelons communément les neurones miroirs, des cellules nerveuses qui s'activent à la fois quand tu effectues une action et quand tu observes quelqu'un d'autre effectuer cette même action. Mais ils vont bien au-delà. Lieberman a démontré que quand tu n'es pas activement engagé dans une tâche cognitive, ton cerveau ne se repose pas. Au contraire, il active automatiquement ton réseau par défaut, et ce réseau est constamment en train de penser aux autres, d'imaginer leurs perspectives, de simuler leurs états émotionnels. Ce que cela signifie, c'est que tu es littéralement câblé neurologiquement pour comprendre les émotions des autres. Tu n'es pas hypersensible dans un sens négatif ou pathologique. Tu es émotionnellement intelligent. Tu utilises activement les capacités naturelles de ton cerveau social, ces capacités que beaucoup de gens ont laissé s'atrophier dans notre monde moderne, hyper rationalisé et technologiquement médiatisé. Mais voici ce qui est vraiment puissant pour ta communication quotidienne. Quand tu développes consciemment cette capacité à lire les émotions non dites, tu ne deviens pas seulement plus empathique dans un sens passif. Tu deviens stratégiquement plus efficace dans ta communication. Parce que tu peux adapter ton message à l'état émotionnel réel de ton interlocuteur, pas seulement à ce qu'il dit ou prétend ressentir. Dès aujourd'hui, tu peux commencer à affiner cette compétence avec une pratique simple que Jung recommandait. Dans ta prochaine conversation, consacre 50% de ton attention, non pas à ce que tu vas dire ensuite, mais à l'observation de l'autre. Observe les micro-expressions faciales, ces changements d'expression qui durent moins d'une seconde, mais révèlent les émotions authentiques. Observe le langage corporel, la posture, les gestes. Écoute le ton de la voix, le rythme, les pauses, ce qui est dit et ce qui est soigneusement évité. Et puis, et c'est crucial, valide ce que tu perçois. Ne te contente pas de supposer que tu as raison. Dis quelque chose comme « J'ai l'impression que tu ressens peut-être de la frustration à ce sujet. Est-ce que je me trompe ?» Ou « Il me semble que quelque chose te préoccupe au-delà de ce que tu dis. Est-ce que tu veux en parler ?» Cette validation empathique fait deux choses magiques. Elle montre à l'autre que tu le vois vraiment, au-delà des mots. Et elle te donne un feedback immédiat pour calibrer ta perception et devenir de plus en plus précis dans ta lecture émotionnelle.
Mais écouter profondément et percevoir les émotions des autres n'est rien sans ce troisième élément que Sénèque maîtrisait parfaitement et qui va transformer ta capacité d'influence. Sénèque, le philosophe stoïcien romain, écrivait des lettres à son ami Lucilius. Et si tu lis attentivement ces lettres, tu remarques quelque chose de fascinant. Sénèque n'écrit pas toujours de la même manière. Parfois, il est direct et confrontant, presque brutal dans sa franchise. D'autres fois, il est doux, encourageant, presque consolateur. Pourquoi? Parce que Sénèque adaptait son message à l'état émotionnel qu'il percevait chez Lucilius. Quand Lucilius était découragé, Sénèque lui envoyait des mots d'encouragement. Quand Lucilius était complaisant, Sénèque le secouait avec des vérités difficiles. As-tu déjà vécu cette situation où tu avais quelque chose d'important à dire, quelque chose de vrai, peut-être même de nécessaire, mais ton message est tombé complètement à plat parce que ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas la bonne manière, ton interlocuteur n'était pas dans le bon état émotionnel pour le recevoir. Le problème n'était pas ton message. Le problème était ton manque d'adaptation à l'état émotionnel de l'autre. Jung a développé tout un concept autour de cette idée, ce qu'il appelait la flexibilité de la persona. La persona, rappelle-toi, c'est ce masque social que nous portons. Mais Jung faisait une distinction cruciale entre une persona rigide et pathologique, qui est la même dans tous les contextes et qui nous coupe de notre authenticité, et une persona flexible et saine, qui s'adapte naturellement aux différents contextes et relations tout en restant ancré dans notre self authentique. Les personnes qui communiquent avec intelligence émotionnelle ne sont pas rigides dans leur style. Elles ne disent pas « je suis comme ça, c'est ma personnalité, les gens doivent m'accepter tel que je suis ». Cette rigidité est en réalité une forme d'immaturité émotionnelle déguisée en authenticité. La vraie maturité émotionnelle, c'est la capacité d'être authentique tout en étant flexible. C'est maintenir ton intégrité intérieure, tout en adaptant ton expression extérieure au contexte et à la personne en face de toi. Les stoïciens comprenaient cela à travers leur concept de la dichotomie du contrôle, appliqué à la communication. Tu ne contrôles pas l'état émotionnel de ton interlocuteur, tu ne contrôles pas sa réceptivité à ton message, tu ne contrôles pas ses croyances préexistantes ou ses défenses psychologiques. Tout cela est hors de ton contrôle. Ce que tu contrôles, c'est comment tu formules ton message, quand tu choisis de le délivrer, quel ton tu utilises, quelle approche tu adoptes. Et voici où ça devient vraiment puissant pour ta communication quotidienne, parce que Daniel Siegel, psychiatre et neuroscientifique, a découvert quelque chose qui valide totalement l'approche jungienne et stoïcienne. Il appelle cela la syntonie, ou résonance empathique. Ton système nerveux et celui de ton interlocuteur sont constamment en train de se co-réguler. Vous vous influencez mutuellement au niveau neurobiologique. Siegel a démontré que quand tu es réellement syntonisé avec l'état émotionnel de quelqu'un, quand tu adaptes non seulement tes mots, mais aussi ton ton de voix, ton rythme de parole, ton énergie émotionnelle à son état actuel, vous créez ce qu'il appelle une intégration interpersonnelle. Vos deux cerveaux commencent littéralement à se synchroniser. Et dans cet état de synchronisation, l'autre devient infiniment plus réceptif à ton message, parce qu'à un niveau inconscient, il sent que tu le comprends vraiment. Ce que cela signifie concrètement, c'est que l'adaptation n'est pas manipulation, l'adaptation est sagesse. C'est comprendre que la même vérité peut être communiquée de 1000 manières différentes et que ton choix de comment la communiquer doit être guidé par ta compréhension empathique de qui est en face de toi et de ce qu'il peut recevoir dans ce moment précis. Voici une technique d'adaptation que tu peux appliquer immédiatement, ce que j'appelle la calibration émotionnelle en 3 étapes. Première étape, observe et identifie l'état émotionnel dominant de ton interlocuteur. Est-il calme et réceptif, anxieux et défensif, enthousiaste et énergique, triste et replié? Deuxième étape, ajuste ton énergie émotionnelle pour créer une résonance initiale. Si l'autre est anxieux, commence avec un ton calme et rassurant.
Si l'autre est enthousiaste, partage d'abord son enthousiasme. Troisième étape, guide progressivement vers l'état émotionnel où ton message peut être reçu. Si tu as besoin de confronter quelque chose de difficile, commence par créer la sécurité, puis introduis progressivement le sujet délicat. Cette adaptation n'est pas de la fausseté. Au contraire, c'est une forme profonde de respect. Tu respectes que l'autre n'est pas simplement une audience passive pour tes vérités. Tu respectes que son état émotionnel actuel est réel et valide. Et tu utilises ton intelligence émotionnelle pour créer les conditions optimales pour une véritable communication. Écris Jung en commentaire si tu reconnais ces patterns dans tes meilleures conversations. Ces moments où tu as su naturellement adapter ton message et créer une vraie connexion. Je veux savoir combien d'entre vous découvrent que vous pratiquez déjà cette intelligence sans même l'avoir nommée. Et maintenant, nous arrivons à la dimension que peu de gens maîtrisent vraiment, mais qui transforme radicalement ta capacité d'influence, la régulation émotionnelle en communication. Épictète, le philosophe stoïcien qui a enseigné à Rome, a dit quelque chose qui change absolument tout dans notre compréhension des confrontations et des conversations difficiles. Il a dit que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais nos jugements sur ces événements. Quelqu'un peut t'insulter, te critiquer, te contredire avec véhémence, mais ce n'est pas cette personne qui crée ta colère ou ta défensivité. C'est ton jugement que tu ne devrais pas être critiqué, que cette personne n'a pas le droit de te parler ainsi, que tu es menacé par cette confrontation. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes peuvent rester d'un calme olympien, même dans les situations les plus tendues, tandis que d'autres explosent ou se ferment complètement au moindre désaccord? La différence n'est pas que les premières ne ressentent pas d'émotions intenses. La différence, c'est qu'elles ont développé ce que les stoïciens appelaient l'apatheia, qui ne signifie pas absence d'émotion, mais absence de perturbation émotionnelle. Cette capacité à ressentir l'émotion sans être submergé ou contrôlé par elle. Dans les conversations difficiles, la plupart des gens opèrent depuis un état que les neuroscientifiques appellent la réactivité de l'amygdale. L'amygdale, cette petite structure en forme d'amande dans ton cerveau limbique, est ton système d'alarme émotionnel. Quand elle perçoit une menace, qu'elle soit physique ou psychologique, elle déclenche une cascade de réactions de stress. Ton rythme cardiaque accélère, ta respiration devient superficielle, ton cortex préfrontal, la partie rationnelle de ton cerveau, se désactive partiellement. Tu entres en mode combat, fuite ou figement. Et dans cet état, tu ne peux tout simplement pas communiquer avec intelligence émotionnelle. Tu deviens réactif. Tu dis des choses que tu regretteras plus tard. Tu interprètes tout de manière négative. Tu te fermes à toute nouvelle information qui contredit ta perspective. Tu perds l'accès à toutes ces capacités d'empathie et d'adaptation que nous venons d'explorer. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Les stoïciens pratiquaient intuitivement quelque chose que Joseph Ledoux, neuroscientifique spécialiste de l'amygdale et des circuits de la peur, a validé 2000 ans plus tard. Ledoux a découvert qu'il existe deux voies pour le traitement de l'information émotionnelle dans ton cerveau, la voie rapide et la voie lente. La voie rapide va directement du thalamus à l'amygdale et elle déclenche une réaction émotionnelle immédiate en moins d'un dixième de seconde. C'est ce qui te fait sursauter quand tu vois une forme qui ressemble à un serpent. La voie lente passe par ton cortex préfrontal et elle te permet d'évaluer consciemment la situation avant de réagir. C'est ce qui te permet de réaliser, une demi-seconde plus tard, que ce n'était pas un serpent mais juste un bâton. Les stoïciens enseignaient essentiellement à leurs disciples comment activer consciemment cette voie lente, comment créer un espace entre l'impression initiale et la réaction. Jung, de son côté, a identifié le mécanisme psychologique derrière cette capacité. Il l'appelait l'intégration de l'ombre. Quand tu as fait le travail d'intégrer tes propres émotions difficiles, quand tu as appris à reconnaître et à accepter ta colère, ta tristesse, ta peur, ta honte, tu n'es plus menacé quand ces émotions surgissent. Tu peux les observer avec curiosité plutôt qu'avec terreur.
Et cette observation crée automatiquement une distance psychologique, un espace de liberté. Stephen Porges a révolutionné notre compréhension de la régulation émotionnelle avec sa théorie polyvagale. Il a démontré que ton système nerveux autonome a 3 modes principaux. Le mode d'engagement social, où tu te sens en sécurité et connecté. Le mode de mobilisation, le combat ou la fuite, où tu te sens menacé et réactif. Et le mode d'immobilisation, où tu te sens dépassé et tu te fermes complètement. La clé de la régulation émotionnelle en communication, c'est de rester dans le mode d'engagement social, même quand la conversation devient difficile. Et Porges a découvert que la manière la plus efficace de faire cela, c'est à travers la régulation du nerf vague, ce long nerf qui connecte ton cerveau à ton cœur, tes poumons, ton système digestif. Quand tu respires lentement et profondément depuis ton diaphragme, tu actives la branche ventrale de ton nerf vague, et cela envoie un signal de sécurité à ton cerveau. Ta régulation émotionnelle ne commence pas dans ta tête, elle commence dans ton corps. Ce que cela signifie pour toi, c'est que ton calme dans les conversations difficiles n'est pas un signe de passivité ou de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de pouvoir immense. C'est la démonstration que tu n'es pas contrôlé par tes réactions émotionnelles. Tu as la capacité de choisir ta réponse. Et ce pouvoir change radicalement la dynamique de n'importe quelle interaction. Voici une technique que tu peux utiliser immédiatement. Ce que j'appelle l'ancrage stoïcien. Quand tu sens qu'une conversation devient tendue, quand tu sens la montée de la réactivité en toi, fais 3 choses simultanément. Premièrement, porte ton attention sur tes pieds. Sens physiquement le contact de tes pieds avec le sol. Cette simple action ramène ton attention dans ton corps et interrompt la cascade de pensées anxieuses. Deuxièmement, ralentis délibérément ta respiration. Inspire lentement en comptant jusqu'à 4. Expire lentement en comptant jusqu'à 6. Cette respiration active ton nerf vague ventral. Troisièmement, rappelle-toi la dichotomie du contrôle stoïcienne. Dis-toi intérieurement, je ne contrôle pas ce que cette personne dit ou pense. Je contrôle seulement ma réponse. Cette pensée libère immédiatement une énorme quantité de tension. Et maintenant, pratique cette technique non seulement dans les moments difficiles, mais quotidiennement, parce que la régulation émotionnelle n'est pas une compétence que tu actives seulement quand tu en as besoin. C'est un état que tu cultives continuellement, jusqu'à ce qu'il devienne ta nature par défaut. Mais rester calme et centré, sans cette 5e dimension que je vais te révéler maintenant, risque de devenir de la manipulation émotionnelle plutôt que de l'intelligence authentique. Et cette distinction est absolument cruciale. Jung a observé quelque chose de paradoxal chez les personnes qui développaient une véritable influence psychologique. Ces personnes ne cachaient pas leurs émotions. Elles ne prétendaient pas être des robots stoïques sans sentiment. Au contraire, elles étaient remarquablement authentiques dans leur expression émotionnelle. Mais, et c'est crucial, elles n'étaient jamais submergées ou contrôlées par leurs émotions. Elles pouvaient dire « je me sens frustré par cette situation », tout en gardant leur capacité de réflexion et de dialogue. Elles pouvaient exprimer de la tristesse sans s'effondrer en larmes incontrôlables. Elles pouvaient communiquer leur colère sans exploser en rage destructrice. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes oscillent entre 2 extrêmes? Soit elles répriment complètement leurs émotions et deviennent des façades froides et inauthentiques, soit elles explosent émotionnellement et deviennent des volcans imprévisibles qui détruisent la confiance et la connexion. Aucun de ces 2 extrêmes ne représente l'intelligence émotionnelle véritable. L'intelligence émotionnelle, c'est naviguer dans ce territoire subtil entre la répression et l'explosion. C'est ce que Jung appelait l'intégration consciente. Jung a passé des décennies à explorer ce qu'il appelait la fonction transcendante, cette capacité psychologique de maintenir 2 opposés en tension créative sans se laisser déchirer par eux. Tu peux ressentir une émotion intense et simultanément l'observer avec conscience. Tu n'es pas l'émotion. L'émotion est quelque chose que tu expérimentes, quelque chose qui traverse ton être, mais elle ne définit pas qui tu es.
Les stoïciens abordaient cette question différemment, mais arrivaient à une sagesse similaire. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, explique qu'il y a une différence fondamentale entre ressentir une émotion et consentir à cette émotion, entre l'impression initiale et le jugement que nous portons sur cette impression. L'émotion surgit spontanément, tu ne la contrôles pas. Mais ton jugement sur cette émotion, ta décision de te laisser emporter par elle, ou de la reconnaître avec sagesse, cela tu le contrôles complètement. Sénèque ne dit jamais que tu dois supprimer tes émotions. Il dit que tu dois les comprendre, les reconnaître, et choisir consciemment comment y répondre. C'est une expression mesurée, pas une répression toxique. Quand Sénèque écrit sur la colère, il ne dit pas que tu ne dois jamais être en colère. Il dit que tu dois reconnaître ta colère, sans la laisser te transformer en bête sauvage, qui détruit tout sur son passage. Antonio Damasio a apporté une validation neuroscientifique fascinante à cette approche avec sa recherche sur les marqueurs somatiques. Damasio a démontré que nos émotions ne sont pas des obstacles à la pensée rationnelle, comme la philosophie occidentale l'a longtemps prétendu. Au contraire, les émotions sont essentielles à la prise de décision intelligente. Les patients qui ont des lésions dans les régions cérébrales responsables du traitement émotionnel deviennent incapables de prendre des décisions, même les plus simples. Ils peuvent analyser rationnellement tous les aspects d'un choix, mais sans le signal émotionnel, ils ne peuvent pas choisir. Ce que cela signifie, c'est que l'authenticité émotionnelle n'est pas une faiblesse romantique ou une indulgence sentimentale. C'est une intelligence. Quand tu exprimes authentiquement tes émotions de manière consciente et mesurée, tu donnes à ton interlocuteur des informations cruciales. Tu lui montres ce qui compte vraiment pour toi. Tu lui donnes la possibilité de te comprendre à un niveau plus profond. Tu crées une connexion humaine véritable plutôt qu'une interaction superficielle de masques sociaux. Mais voici la distinction critique que peu de gens comprennent. L'authenticité n'est pas tout dire, tout le temps, à tout le monde. L'authenticité, c'est être aligné intérieurement. C'est ne pas te trahir toi-même. Mais cet alignement intérieur peut s'exprimer de 1000 manières différentes, selon le contexte et la relation. Voici une formule que Jung utilisait avec ses patients pour développer cette expression émotionnelle consciente. Quand tu ressens une émotion forte que tu veux communiquer, structure ta communication en 3 parties. Premièrement, nomme l'émotion clairement. Je ressens de la frustration. Deuxièmement, identifie le déclencheur spécifique, pas la personne. Quand les deadlines changent sans communication claire. Troisièmement, exprime ton besoin ou ta valeur. Parce que j'ai besoin de clarté pour faire mon meilleur travail. Cette structure fait plusieurs choses magiques. Elle te donne l'espace pour exprimer authentiquement ton émotion. Elle empêche que cette expression devienne une attaque ou un jugement de l'autre. Elle transforme l'émotion en communication constructive. Et elle maintient la connexion et le dialogue plutôt que de créer de la défensivité. Dès aujourd'hui, tu peux pratiquer cette forme d'authenticité émotionnelle consciente. La prochaine fois que tu ressens une émotion forte en interaction avec quelqu'un, au lieu de soit la réprimer complètement, soit exploser de manière incontrôlée, prends une respiration et utilise cette structure en 3 parties. Tu vas découvrir quelque chose de libérateur. Tu peux être complètement authentique et simultanément complètement maître de ta communication. Et cela te prépare exactement à la dimension sociale que Marc Aurèle maîtrisait mieux que quiconque et qui va transformer la qualité de toutes tes relations. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, écrivait quelque chose de profondément touchant dans ses pensées. Il écrivait que le rôle du leader véritable n'est pas d'imposer sa volonté ou de démontrer sa supériorité. Le rôle du leader véritable est de créer un espace où les autres peuvent s'épanouir, où ils peuvent exprimer leurs idées sans peur, où ils peuvent être vulnérables sans être exploités, où ils peuvent grandir sans être jugés. As-tu déjà remarqué comment, avec certaines personnes, tu te sens instantanément à l'aise pour partager tes pensées les plus profondes, tes doutes, tes peurs, tes rêves. Et avec d'autres, même après des années de connaissances, tu restes en surface,
Tu portes ton masque social. Tu ne révèles jamais vraiment qui tu es. La différence n'est pas nécessairement dans la durée de la relation. La différence est dans l'espace émotionnel que cette personne crée autour d'elle. Les personnes qui communiquent avec intelligence émotionnelle profonde ne sont pas seulement conscientes de leurs propres émotions et de celles des autres. Elles créent activement un environnement émotionnel où les autres se sentent en sécurité pour être authentiques. Jung appelait cela la fonction de holding, ce conteneur psychologique que le thérapeute doit créer pour que le patient puisse explorer ses parts les plus sombres et les plus vulnérables sans se sentir menacé. Mais cette fonction de holding n'est pas réservée à la thérapie. Elle est présente dans toute communication véritablement transformative. Quand quelqu'un se confie à toi, quand il partage ses peurs ou ses erreurs, ta réaction dans ce moment précis détermine si tu es quelqu'un en qui on peut avoir confiance ou non. Si tu juges, si tu critiques, si tu minimises, si tu utilises cette vulnérabilité contre la personne plus tard, tu as détruit l'espace de sécurité. Et cette personne ne s'ouvrira plus jamais vraiment à toi. Les stoïciens comprenaient cette dynamique à travers leur concept de cosmopolitisme empathique. Nous faisons tous partie du même logos, de la même nature humaine universelle. Tes luttes sont mes luttes. Tes peurs sont mes peurs. Il n'y a rien d'humain qui me soit étranger. Cette reconnaissance profonde de notre humanité commune crée naturellement un espace de compassion et de non-jugement. Stephen Porges a apporté une validation neuroscientifique extraordinaire à cette idée avec sa théorie polyvagale. Porges a découvert que nos systèmes nerveux se co-régulent constamment. Quand tu es avec quelqu'un qui se sent en sécurité, qui respire calmement, qui te regarde avec des yeux bienveillants, ton propre système nerveux commence à se calmer. Tu passes de l'état de défense à l'état d'engagement social. Ton aire vague ventrale s'active et tu deviens physiologiquement capable de connexion, d'ouverture, de vulnérabilité. C'est pour cela que les gens se confient naturellement à toi si tu possèdes cette intelligence émotionnelle. Tu n'attires pas les problèmes des autres comme certains pourraient le croire. Au contraire, tu inspires la confiance parce que ton état émotionnel régulé crée un signal de sécurité pour leur système nerveux. Ils sentent, même sans pouvoir l'expliquer rationnellement, qu'ils peuvent être vulnérables avec toi sans être blessés. Voici quelque chose de puissant que tu peux pratiquer immédiatement, ce que j'appelle la présence stoïcienne, combinée avec la validation jungienne. Quand quelqu'un te partage quelque chose de personnel ou de difficile, fais 3 choses. Premièrement, donne-lui ta présence totale. Pas de téléphone, pas de distraction, pas d'interruption. Regarde-le dans les yeux avec bienveillance. Les neurosciences ont démontré que le contact visuel active l'ocytocine, l'hormone de la connexion et de la confiance. Deuxièmement, écoute pour comprendre, pas pour répondre. Résiste à l'impulsion de donner immédiatement des conseils, de partager ta propre histoire similaire, de minimiser avec des phrases comme « ce n'est pas si grave ». L'écoute profonde est un cadeau rare et précieux. Troisièmement, valide l'émotion avant d'offrir une perspective. Dis quelque chose comme « Je comprends pourquoi tu ressens ça ». C'est une réaction naturelle à cette situation. Cette validation ne signifie pas que tu es d'accord avec tout. Elle signifie simplement que tu reconnais l'humanité et la légitimité de l'émotion de l'autre. Cette pratique transforme radicalement tes relations. Les gens commencent à te chercher non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu offres quelque chose de bien plus précieux, un espace où ils peuvent être authentiquement eux-mêmes sans peur de jugement. Et dans cet espace de sécurité, une véritable transformation devient possible. Mais tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, toute cette conscience de soi, cette empathie, cette régulation, cette authenticité, cette création d'espace sûr, tout cela culmine dans cette 7e et dernière dimension qui change absolument tout et qui fait la différence entre quelqu'un qui comprend l'intelligence émotionnelle et quelqu'un qui l'incarne au point de transformer le monde autour de lui.
Voici la différence radicale entre pouvoir et manipulation, une distinction que Jung et les stoïciens ont tous deux comprise profondément, mais que notre culture moderne a complètement perdue. Le manipulateur utilise la compréhension émotionnelle pour obtenir ce qu'il veut sans considération pour le bien-être de l'autre. La personne qui possède une véritable intelligence émotionnelle utilise cette même compréhension pour créer des résultats bénéfiques pour toutes les parties impliquées, pour élever la conversation, pour révéler des vérités, pour catalyser une croissance authentique. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent exercer une influence magnétique sans jamais forcer, sans jamais manipuler, sans même sembler essayer consciemment d'influencer ? Les gens autour d'elles changent naturellement. Ils adoptent de meilleures habitudes, ils deviennent plus réfléchis, ils communiquent avec plus de conscience. C'est comme si la simple présence de cette personne élevait le niveau de tout le groupe. Active les notifications si tu veux maîtriser chaque dimension de cette intelligence émotionnelle en communication. Combien de ces 7 signes as-tu reconnu en toi jusqu'à maintenant? Pense-y sincèrement. Jung a identifié le mécanisme psychologique derrière ce phénomène. Il l'appelait le processus d'individuation. Quand tu fais le travail profond d'intégrer ta propre psyché, quand tu deviens de plus en plus conscient, de plus en plus entier, de plus en plus aligné avec ton self authentique, quelque chose de remarquable se produit. Tu n'as plus besoin de projeter tes parts non intégrées sur les autres. Tu n'as plus besoin de les contrôler ou de les changer pour te sentir en sécurité. Et paradoxalement, c'est précisément cette absence de besoin de contrôler qui te donne une influence profonde. Parce que les gens sentent instinctivement quand quelqu'un essaie de les manipuler, même si la manipulation est subtile et psychologiquement sophistiquée. Ils sentent l'agenda caché. Ils sentent qu'ils sont perçus comme un moyen vers une fin plutôt que comme une fin en eux-mêmes. Et cette perception crée immédiatement de la résistance et de la défensivité. Mais quand quelqu'un communique depuis un lieu d'intégrité intérieure véritable, sans agenda caché, sans besoin de contrôler ou d'impressionner, les défenses de l'autre commencent à tomber naturellement. Il n'y a rien à résister, parce qu'il n'y a pas d'attaque, pas de manipulation, juste une présence authentique et une communication vraie. Les stoïciens comprenaient cela à travers leur concept de logos et de vertu attractive. Marc Aurèle écrivait que la meilleure manière d'influencer les autres n'est pas à travers des discours persuasifs ou des techniques rhétoriques, mais à travers l'exemple vivant d'une vie vertueuse. Quand tu incarnes les vertus stoïciennes, sagesse, courage, justice, tempérance, tu deviens naturellement quelqu'un que les autres veulent émuler. Épictète enseignait la même chose à ses disciples. Il disait que si tu veux vraiment changer quelqu'un, ne perds pas ton temps à argumenter avec lui. Deviens toi-même l'incarnation vivante de ce que tu prêches. Change ta propre vie si profondément, si visiblement, si authentiquement, que les autres ne pourront pas s'empêcher de demander « Comment fais-tu ? Qu'est-ce qui a changé en toi ?» Et voici où les neurosciences modernes confirment exactement ce que les stoïciens et Jung savaient intuitivement. Stanislas Dehaene, neuroscientifique français spécialiste de la conscience, a démontré que nos cerveaux sont extraordinairement sensibles aux intentions conscientes des autres. Même sans mots, nous captons constamment les signaux subtils qui révèlent si quelqu'un est authentique ou non, si son intention est bienveillante ou égoïste, s'il nous voit vraiment ou s'il nous utilise. Richard Davidson a ajouté une dimension fascinante à cette compréhension avec ses recherches sur la contagion émotionnelle et la neuroplasticité sociale. Davidson a démontré que les états émotionnels sont littéralement contagieux au niveau neurobiologique. Quand tu es avec quelqu'un qui est calme, présent, bienveillant, ton propre cerveau commence à refléter ces qualités. Les circuits neuronaux associés au calme, à la présence, à la bienveillance s'activent en toi par simple exposition. C'est pour cela que ton influence est proportionnelle à ton intégrité intérieure. Tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. Tu ne peux pas inspirer le calme si tu es constamment agité. Tu ne peux pas encourager l'authenticité si tu portes perpétuellement un masque.
Tu ne peux pas catalyser la croissance chez les autres si tu es stagnant dans ta propre évolution. Laisse-moi te montrer comment cela se traduit concrètement dans ta communication quotidienne avec une technique que je combine de l'approche stoïcienne et jungienne. Je l'appelle la communication en 5 étapes depuis l'intégrité intérieure. Première étape, avant toute conversation importante, vérifie ton intention réelle. Demande-toi honnêtement, qu'est-ce que je veux vraiment obtenir de cette conversation? Si ta réponse révèle un agenda égoïste, manipuler l'autre, impressionner, gagner à tout prix, prends le temps de recalibrer ton intention vers quelque chose de plus élevé. Comment puis-je contribuer au bien-être de l'autre tout en honorant ma propre vérité? Deuxième étape, connecte-toi avec ta propre verticalité intérieure. Les stoïciens parlaient d'alignement avec le logos. Jung parlait de connexion avec le self. Prends un moment pour te centrer, pour te rappeler qui tu es vraiment au-delà de ton ego réactif, pour accéder à cette partie de toi qui est sage, compassionnée et courageuse. Troisième étape, entre dans la conversation avec présence totale et bienveillance. Regarde l'autre non pas comme un adversaire à vaincre ou un objet à manipuler, mais comme un autre être humain qui lutte, qui souffre, qui aspire au bonheur exactement comme toi. Cette reconnaissance crée immédiatement une connexion plus profonde. Quatrième étape, dis ta vérité avec courage et compassion. Ne te trahis pas toi-même pour éviter le conflit, mais ne blesse pas non plus l'autre inutilement. Trouve ce territoire subtil où tu honores à la fois ton intégrité et la dignité de l'autre. Les stoïciens appelaient cela parler avec paressia, avec franchise courageuse. Cinquième étape, lâche prise sur le résultat. Tu as dit ta vérité, tu as communiqué depuis ton intégrité. Maintenant, accepte que tu ne contrôles pas comment l'autre reçoit ton message ou ce qu'il choisit de faire avec. La dichotomie du contrôle s'applique pleinement ici. Ta responsabilité était ta communication consciente. La responsabilité de l'autre est sa réponse. Cette approche transforme radicalement ta communication parce qu'elle élimine le poids énorme de la manipulation et du contrôle. Tu n'es plus épuisé en essayant de gérer constamment les perceptions des autres, de dire exactement la bonne chose pour obtenir le résultat que tu veux. Tu es simplement présent, authentique et confiant que ta communication intègre aura l'impact qu'elle doit avoir. Et voici quelque chose de magique. Les gens sentent cette authenticité. Même s'ils ne sont pas d'accord avec toi, même s'ils choisissent une voie différente, ils te respectent, ils te font confiance, et souvent, même des mois ou des années plus tard, ils reviennent vers toi et te disent « Tu sais cette conversation que nous avons eue? Elle a changé quelque chose en moi. Je n'ai pas pu l'oublier, et finalement, j'ai compris ce que tu disais. C'est l'influence authentique. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas toujours visible, mais c'est profond et durable. » C'est ce que Marc Aurèle vivait, c'est ce que Jung cartographiait dans sa psychologie analytique, et c'est ce que les neurosciences confirment maintenant avec leur découverte sur la transformation durable du cerveau. Maintenant que tu comprends ces 7 dimensions de l'intelligence émotionnelle en communication, nous devons parler de quelque chose d'absolument crucial. Comment intégrer tout cela dans ta vie quotidienne de manière pratique et progressive, parce que la compréhension sans application reste stérile. Tu viens de découvrir 7 dimensions de l'intelligence émotionnelle en communication. Tu as vu comment les stoïciens, Jung et les neurosciences s'accordent tous sur l'importance cruciale de cette intelligence. Mais voici la vérité que personne ne veut entendre. La connaissance sans pratique ne change rien. Tu peux comprendre intellectuellement chaque concept que nous avons exploré et continuer à communiquer exactement comme tu l'as toujours fait. La transformation ne vient pas de la compréhension. Elle vient de la pratique quotidienne, répétée, jusqu'à ce que ces nouvelles façons de communiquer deviennent ta nature même. Jung disait quelque chose de puissant à ce sujet. Il disait que l'individuation, ce processus de devenir pleinement soi-même, n'est pas un événement soudain d'illumination. C'est un travail de toute une vie, pratiqué quotidiennement, dans les petits moments autant que dans les grandes crises. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait ses pensées non pas comme un traité philosophique pour les autres, mais comme un journal personnel de pratiques quotidiennes.
Chaque jour, il se rappelait les principes stoïciens. Il les appliquait à ses défis actuels. Il observait ses progrès et ses échecs. Alors voici 4 pratiques concrètes que tu peux commencer à intégrer dès aujourd'hui. Chacune est simple, mais profonde. Chacune est validée par les stoïciens, par Jung et par les neurosciences modernes. Pratique 1. Le journal stoïcien-jungien de communication. Marc Aurèle pratiquait ce que les stoïciens appelaient la premeditatio malorum le matin, l'anticipation des défis de la journée et l'examen de conscience le soir, la réflexion sur ce qui s'est passé. Jung recommandait à tous ses patients de tenir un journal pour développer la conscience de soi et intégrer les contenus inconscients. Voici comment combiner ces 2 approches pour développer ton intelligence émotionnelle en communication. Chaque matin, prends 5 minutes pour anticiper les conversations importantes de ta journée. Identifie les situations qui pourraient déclencher de la réactivité émotionnelle en toi. Un meeting avec un collègue difficile, une discussion délicate avec ton partenaire, un appel avec un client exigeant. Pour chaque situation, pose-toi ces questions jungiennes. Quelle émotion risque de surgir en moi? La colère, l'anxiété, la peur du rejet? Quelle part de mon ombre pourrait être activée? Mon besoin de contrôle, ma peur de ne pas être assez, mon désir d'être aimé à tout prix? Ensuite, formule une intention stoïcienne. Comment veux-je répondre depuis mon intégrité plutôt que réagir depuis ma blessure? Chaque soir, prends 5 autres minutes pour examiner comment s'est passée ta journée communicative. Identifie un moment où tu as communiqué avec intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Comment te sentais-tu? Quel a été l'impact? Célèbre cette victoire, aussi petite soit-elle. Les neurosciences ont démontré que reconnaître tes succès renforce les circuits neuronaux associés à ces comportements. C'est ce que Richard Davidson appelle la neuroplasticité positive. Ensuite, identifie un moment où tu as été réactif émotionnellement. Pas pour te juger ou te critiquer, mais pour apprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le déclencheur? Quelle émotion non reconnue a pris le contrôle? Comment pourrais-tu répondre différemment la prochaine fois? Cette réflexion sans jugement est exactement ce que Jung recommandait pour intégrer l'ombre progressivement. Épictète enseignait une forme de méditation stoïcienne centrée sur l'observation des impressions. Antonio Damasio a démontré l'importance cruciale de la conscience interoceptive, ta capacité à percevoir les signaux subtils de ton corps. Voici comment combiner ces approches en une pratique quotidienne de 5 minutes. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et commence par porter ton attention sur ta respiration. Observe simplement le va-et-vient naturel du souffle, sans essayer de le contrôler. Après quelques respirations, commence un scan corporel émotionnel. Porte ton attention sur différentes parties de ton corps et observe ce que tu ressens. Commence par ton visage. Y a-t-il de la tension dans ta mâchoire, dans ton front? Les neurosciences ont démontré que nous stockons énormément d'émotions dans notre visage. Descends vers tes épaules et ta nuque. Beaucoup de gens portent leur stress ici. Observe ton cœur, ton ventre. Les émotions créent des sensations physiques spécifiques. La peur crée souvent une tension dans le ventre. La tristesse, une lourdeur dans la poitrine. La colère, une chaleur montante. Ne cherche pas à changer ces sensations. Observe-les simplement avec curiosité, comme un scientifique observe un phénomène naturel. Les stoïciens appelaient cela la contemplation détachée. Jung appelait cela l'observation du self. Les neurosciences modernes appellent cela la métacognition, ta capacité à observer tes propres processus mentaux et émotionnels. Cette pratique de 5 minutes quotidiennes fait quelque chose de remarquable dans ton cerveau. Elle renforce les connexions entre ton insula, la région cérébrale responsable de la conscience interoceptive, et ton cortex préfrontal, responsable de la régulation émotionnelle. Daniel Siegel a démontré que cette pratique régulière crée littéralement de nouvelles voies neuronales qui te permettent de reconnaître tes émotions plus rapidement et plus clairement dans les situations réelles. Jung pratiquait quelque chose qu'il appelait l'imagination active, une forme de dialogue conscient avec les différentes parts de ta psyché.
Les stoïciens pratiquaient la praéméditatio, l'anticipation réfléchie des situations difficiles. Voici comment combiner ces deux approches pour préparer émotionnellement tes conversations importantes. Avant une conversation que tu anticipes difficile, prends 10 minutes pour un dialogue intérieur structuré. Imagine la conversation dans ton esprit avec le plus de détails possible. Visualise la personne en face de toi. Imagine ce qu'elle pourrait dire, comment elle pourrait réagir. Et maintenant, voici la partie jungienne. Engage un dialogue avec les différentes parts de toi qui émergent. Ta part anxieuse pourrait dire « Et si elle se fâche? Et si je dis quelque chose de stupide ?» Écoute cette part avec compassion. Remercie-la d'essayer de te protéger. Puis engage ta part sage, ce que Jung appelait le self, pour répondre « Je comprends ta peur, et elle est naturelle, mais je choisis de communiquer depuis mon intégrité plutôt que depuis ma peur. » Ta part en colère pourrait surgir. Elle n'a pas le droit de me traiter ainsi. Au lieu de réprimer cette colère ou de te laisser emporter par elle, dialogue avec elle. D'accord, je ressens de la colère. C'est une information importante. Elle me dit que mes limites ont été franchies. Comment puis-je communiquer cela clairement et respectueusement? Ce dialogue intérieur n'est pas de la rumination anxieuse. C'est une préparation consciente. Stanislas Dehaene a démontré que notre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une expérience VC et une expérience vividement imaginée. Quand tu pratiques mentalement une communication consciente, tu crées les circuits neuronaux qui te permettront de le faire réellement quand le moment viendra. Les stoïciens savaient cela intuitivement. Ils passaient du temps chaque jour à visualiser comment ils répondraient aux défis avec sagesse et vertu. Et quand ces défis arrivaient réellement, ils étaient prêts, non pas parce qu'ils avaient mémorisé un script, mais parce qu'ils avaient entraîné leur esprit à répondre depuis la sagesse plutôt que depuis la réactivité. Marc Aurèle écrivait que chaque personne que tu rencontres est une opportunité de pratiquer la vertu. Jung disait que chaque interaction est une opportunité d'intégration psychologique. Voici comment transformer tes interactions quotidiennes ordinaires en laboratoire de développement de l'intelligence émotionnelle. Choisis une interaction quotidienne qui est normalement automatique et sans conscience. Ça peut être ta commande au café, ton échange avec un collègue dans l'ascenseur, ta conversation avec le caissier au supermarché. Et transforme consciemment cette interaction en une pratique d'intelligence émotionnelle. Premièrement, donne ta présence totale, même si c'est juste 30 secondes. Regarde la personne dans les yeux. Les neurosciences ont démontré que le contact visuel active l'ocytocine et crée un sentiment de connexion. Deuxièmement, exerce ton empathie. Essaie de percevoir l'état émotionnel de l'autre. Est-ce qu'il semble fatigué, stressé, joyeux? Cette observation développe ton cerveau social, les circuits identifiés par Matthew Lieberman. Troisièmement, communique avec bienveillance intentionnelle. Pas de manière fausse ou exagérée, mais authentiquement. Un vrai sourire, un merci sincère, une reconnaissance de leur humanité. Stephen Porges a démontré que ces micro-interactions positives régulent non seulement ton propre système nerveux, mais aussi celui de l'autre. Tu crées de petites doses de sécurité et de connexion dans un monde qui en manque cruellement. Cette pratique peut sembler insignifiante. Qu'est-ce que ça change d'être un peu plus présent avec le caissier? Mais voici la vérité que les stoïciens et Jung comprenaient tous deux. Tu ne peux pas être une version de toi-même dans les petits moments et une autre dans les grands moments. Ton caractère, ta communication, ton intelligence émotionnelle se forgent dans les milliers de micro-interactions quotidiennes. Si tu pratiques la présence, l'empathie et la bienveillance dans les moments ordinaires, ces qualités deviennent ta nature. Et quand arrive la conversation vraiment importante, la confrontation difficile, le moment de leadership crucial, tu n'as pas à faire semblant ou à te forcer. Tu communiques naturellement avec intelligence émotionnelle parce que c'est devenu qui tu es. Ces 4 pratiques, le journal quotidien, la méditation de reconnaissance émotionnelle, le dialogue intérieur préparatoire et la praxis cosmopolite dans les interactions ordinaires, sont simples mais profondément transformatives.
Commence par celle qui résonne le plus avec toi. Pratique-la quotidiennement pendant 3 semaines. Les neurosciences ont démontré que 3 semaines de pratique quotidienne créent de nouvelles voies neuronales significatives. Et maintenant, nous arrivons à la transformation la plus profonde, le passage de l'apprentissage de techniques à l'incarnation d'une nouvelle manière d'être. Parce que l'intelligence émotionnelle ultime n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu deviens. Il existe une distinction fondamentale que peu de gens comprennent, mais qui change absolument tout dans ton parcours de développement. C'est la différence entre apprendre l'intelligence émotionnelle et devenir une personne émotionnellement intelligente. Entre faire des pratiques et incarner une nouvelle manière d'être. Jung et les stoïciens comprenaient tous deux cette distinction profondément. Jung disait quelque chose de remarquable à ses patients. Tu n'apprends pas à devenir qui tu es. Tu te souviens de qui tu as toujours été sous les couches de conditionnement, de traumatisme, de personnalité construite. Le processus d'individuation n'est pas l'acquisition de quelque chose de nouveau. C'est la révélation de ton self authentique qui a toujours été là, attendant d'être reconnu et libéré. Les stoïciens disaient exactement la même chose avec un langage différent. Ils enseignaient que nous possédons tous naturellement le logos, cette raison universelle, cette sagesse inhérente. Le problème n'est pas que nous manquons de sagesse. Le problème est que nous nous sommes éloignés de notre nature véritable à travers de faux jugements, des attachements malsains et des peurs conditionnées. Le chemin stoïcien n'est pas d'acquérir la sagesse. C'est de retourner à ta nature logos, de vivre en accord avec ce que tu es vraiment. Et maintenant, les neurosciences confirment ces intuitions anciennes avec leurs découvertes sur la neuroplasticité et le potentiel latent du cerveau humain. Richard Davidson et Daniel Siegel ont tous deux démontré que ton cerveau possède déjà tous les circuits nécessaires pour l'intelligence émotionnelle profonde. Ces circuits peuvent être sous-développés, non activés, inhibés par des patterns de stress chroniques, mais ils sont là, attendant d'être réveillés à travers la pratique consciente. Ce que cela signifie pour toi est profondément libérateur. Tu n'essaies pas de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Tu n'essaies pas d'ajouter une compétence artificielle à ton répertoire. Tu es simplement en train de te souvenir, de révéler, de libérer qui tu as toujours été au niveau le plus profond. Cette intelligence émotionnelle en communication que nous avons explorée, elle était déjà en toi. Tu viens simplement de lui donner un nom, une structure, des pratiques pour l'actualiser. Les neurosciences confirment maintenant ce que Marc Aurèle pratiquait intuitivement. Tu ne te transformes pas en forçant ou en te contraignant. Tu te transformes en créant les conditions où ta nature véritable peut émerger naturellement. C'est comme un jardinier qui ne force pas une plante à grandir, mais qui crée simplement les conditions optimales, lumière, eau, sol fertile, et la plante grandit d'elle-même selon sa nature. Mais voici quelque chose de crucial que Jung répétait constamment à ses patients et que les stoïciens enseignaient également. Il y a une différence fondamentale entre la technique et l'être, entre la persona maîtrisée et l'authenticité intégrée. Tu peux apprendre toutes les techniques de communication émotionnellement intelligentes. Tu peux savoir exactement quoi dire et comment le dire. Mais si ces techniques restent au niveau de la persona, si tu les appliques de manière calculée pour obtenir un résultat sans changement intérieur réel, les gens le sentiront. Ils percevront, même inconsciemment, que quelque chose n'est pas authentique, que tu joues un rôle plutôt que d'être véritablement présent. L'intelligence émotionnelle véritable ne se joue pas, elle se vit, elle émerge naturellement d'un travail intérieur profond. Quand tu as vraiment intégré ton ombre jungienne, quand tu as vraiment pratiqué la dichotomie du contrôle stoïcienne, quand tu as vraiment développé ta conscience interoceptive et ta régulation préfrontale, tu ne penses plus à ces techniques. Elles deviennent simplement ta manière naturelle d'être dans le monde. Marc Aurèle faisait la distinction entre pratiquer la vertu et être vertueux. Au début, tu pratiques consciemment la patience, le courage, la sagesse. Tu dois te rappeler de les appliquer. Mais avec le temps et la pratique répétée,
Quelque chose de magique se produit. Tu ne pratiques plus la patience, tu es patient. Tu ne pratiques plus le courage, tu es courageux. La vertu cesse d'être une action et devient ton caractère même. C'est exactement le voyage que tu vis avec l'intelligence émotionnelle en communication. Au début, tu vas consciemment appliquer la pause jungienne avant de parler. Tu vas délibérément observer les émotions de l'autre. Tu vas intentionnellement adapter ton message. Et c'est parfaitement normal et nécessaire, c'est la phase de pratique consciente. Mais si tu persistes, si tu pratiques quotidiennement avec sincérité, quelque chose de profond commence à se produire. Ces comportements qui demandaient effort et conscience deviennent de plus en plus automatiques, de plus en plus naturels. Pas dans le sens d'automatisme inconscient, mais dans le sens de fluidité consciente. Tu n'as plus à penser à reconnaître tes émotions, tu les reconnais naturellement. Tu n'as plus à te rappeler de créer un espace sûr, tu le crées spontanément. C'est devenu qui tu es. Et quand cela arrive, quand l'intelligence émotionnelle n'est plus quelque chose que tu fais, mais quelque chose que tu es, un effet domino remarquable se produit dans tous les aspects de ta vie. Tes relations se transforment. Les conversations superficielles deviennent des connexions profondes. Les conflits chroniques se résolvent ou se transforment. Les gens commencent à te chercher, non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce qu'ils se sentent vus, compris, élevés en ta présence. Les dynamiques toxiques que tu tolérais avant deviennent insupportables, et tu as maintenant la clarté et le courage de les transformer ou de t'en éloigner. Ton leadership naturel émerge, que tu aies ou non un titre officiel de leader. Les gens te font confiance. Ils sont influencés par ton exemple plutôt que par tes arguments. Tu n'as plus besoin de convaincre ou de persuader avec force. Tu inspires par ton être même. C'est exactement ce que Marc Aurèle incarnait comme empereur philosophe. Ta résilience émotionnelle s'approfondit. Les situations qui te déstabilisaient complètement avant deviennent des opportunités de pratique. Tu ne cherches plus à éviter l'inconfort émotionnel, tu le navigues avec sagesse. Cette équanimité stoïcienne dont nous avons parlé n'est plus un idéal abstrait, c'est ton expérience vécue quotidienne. Ton sens de purpose et de direction se clarifie. Jung disait que l'individuation te révèle ta vocation unique dans le monde. Quand tu vis depuis ton self authentique plutôt que depuis ton ego défensif, tu commences à voir plus clairement comment tu peux contribuer, quel est ton rôle unique, quelle est ta manière spécifique d'apporter de la lumière dans le monde. Et cette clarté te donne une motivation intrinsèque que rien d'externe ne peut fournir. Mais voici quelque chose d'important que je veux que tu comprennes profondément. Ce voyage de transformation n'a pas de point d'arrivée final. Il n'y a pas un moment où tu peux dire « Voilà, j'ai maîtrisé l'intelligence émotionnelle, je suis terminé ». Marc Aurèle, à 60 ans, empereur de Rome depuis des décennies, philosophe stoïcien accompli, continuait d'écrire dans ses pensées, continuait de s'examiner, continuait d'apprendre, continuait de grandir. Jung, jusqu'à sa mort à 86 ans, continuait d'explorer la psyché humaine, continuait de raffiner ses théories, continuait son propre processus d'individuation. Il disait que l'individuation n'est jamais complète dans cette vie. C'est un processus continu d'approfondissement, de découverte, de transformation. Et c'est en réalité une bonne nouvelle, parce que cela signifie que ton évolution est infinie. Il y aura toujours une couche plus profonde de conscience à découvrir, une dimension plus subtile de ton intelligence émotionnelle à développer, une nouvelle façon de contribuer et de servir à explorer. Le voyage lui-même est la destination. Alors, imagine-toi maintenant dans 6 mois. Imagine que tu as pratiqué quotidiennement ces 4 pratiques que nous avons explorées. Le journal stoïcien jungien, la méditation de reconnaissance émotionnelle, le dialogue intérieur préparatoire, la praxis cosmopolite dans tes interactions ordinaires. Imagine comment ta communication a évolué. Imagine la qualité de tes conversations. Tu entres dans une réunion difficile, et au lieu de l'anxiété habituelle, tu ressens une présence calme.
Tu reconnais tes émotions avant qu'elles ne te contrôlent. Tu lis les dynamiques émotionnelles de la pièce avec clarté. Tu adaptes ton message avec sagesse. Tu dis ta vérité avec courage et compassion, et tu lâches prise sur le besoin de contrôler le résultat. La dichotomie du contrôle n'est plus une idée intellectuelle, c'est ton expérience vécue. Imagine tes relations intimes. Au lieu des patterns habituels de réactivité et de défensivité, tu crées un espace de vulnérabilité authentique. Ton partenaire se sent vraiment vu et compris. Les conflits deviennent des opportunités de croissance mutuelle plutôt que des batailles à gagner. La connexion s'approfondit continuellement parce que vous communiquez tous deux depuis un lieu d'intelligence émotionnelle. Imagine ton impact professionnel. Les gens te cherchent naturellement pour des conseils. Ton influence grandit non pas parce que tu as appris des techniques de manipulation, mais parce que tu incarnes une authenticité et une sagesse que les autres aspirent à développer. Tu deviens un catalyseur de transformation pour tous ceux qui entrent dans ton orbite. Et par-dessus tout, imagine la paix intérieure qui vient de cet alignement entre qui tu es et comment tu communiques. Tu n'as plus besoin de porter des masques différents avec des personnes différentes. Tu ne ressens plus cette fatigue épuisante qui vient de la dissonance cognitive entre ce que tu ressens et ce que tu exprimes. Tu vis, tu parles, tu es depuis ton intégrité intérieure. Et cette intégrité te donne une puissance tranquille qui ne peut être ni donnée ni enlevée par les circonstances externes. C'est la promesse de l'intelligence émotionnelle véritable, pas de te transformer en quelqu'un que tu n'es pas, mais de te révéler pleinement qui tu as toujours été, sous les couches de conditionnement, de peur et de patterns réactifs, de libérer cette sagesse inhérente que les stoïciens appelaient logos et que Jung appelait self, de vivre et de communiquer depuis ce lieu d'authenticité profonde. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce pouvoir de l'intelligence émotionnelle en communication. Quel enseignement t'a le plus marqué jusqu'à présent? Écris-le en commentaire, parce que ta réflexion approfondit ton intégration et inspire les autres. Et maintenant, permettons à tout cela de se cristalliser en une conclusion qui synthétise et élève tout ce que nous avons exploré ensemble. Ce que tu as découvert aujourd'hui n'est pas nouveau. C'est ancien, profond et validé par la science moderne. Les stoïciens le pratiquaient il y a 2000 ans, dans les rues de Rome et d'Athènes. Carl Jung l'a cartographié dans les profondeurs de la psyché humaine au XXe siècle. Et maintenant, les neurosciences du XXIe siècle confirment ce que ces sages ont toujours su. L'intelligence émotionnelle en communication n'est pas un talent rare, réservé à quelques élus. C'est une capacité humaine naturelle qui attend d'être réveillée en chacun de nous. Tu as exploré 7 dimensions de cette intelligence. La conscience de soi émotionnelle, cette capacité à reconnaître tes émotions avant qu'elles ne te contrôlent. L'empathie profonde, cette lecture des émotions non dites des autres. L'adaptation sage, cette flexibilité qui honore à la fois ton authenticité et l'état émotionnel de l'autre. La régulation émotionnelle, cette équanimité stoïcienne qui te permet de rester centré même dans les tempêtes. L'authenticité émotionnelle, cette expression consciente qui ne te submerge ni ne te réprime. La création d'espaces sûrs, cette capacité à être un holding pour la vulnérabilité des autres. Et enfin, l'influence authentique, cette transformation qui émerge de ton intégrité intérieure plutôt que de manipulation calculée. Chacune de ces dimensions se renforce mutuellement. Ensemble, elles créent une manière de communiquer qui ne se contente pas de transmettre de l'information. Elles créent de la connexion véritable, de la transformation réelle, de l'influence durable. Mais voici la vérité la plus importante que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui. Tu possédais déjà cette intelligence. Chaque signe que nous avons exploré, tu l'as probablement déjà expérimenté dans certains moments de ta vie. Ces moments où tu étais pleinement présent, pleinement conscient, pleinement aligné. Ces moments où ta communication touchait vraiment les autres, où tu créais de la magie relationnelle sans effort apparent. Le travail n'est pas de devenir quelqu'un d'autre.
Le travail est de cultiver consciemment ce qui est déjà en toi, de créer les conditions où ton intelligence émotionnelle naturelle peut fleurir pleinement. Tu ne lui donnais simplement pas de nom avant. Tu ne comprenais pas les mécanismes psychologiques et neurologiques qui la sous-tendent. Tu n'avais pas de pratique structurée pour la développer systématiquement. Maintenant, tu as tout cela. Tu comprends pourquoi reconnaître tes émotions est crucial. C'est la neurobiologie de la régulation préfrontale. Tu comprends pourquoi l'empathie est puissante. C'est ton cerveau social en action. Tu comprends pourquoi l'authenticité résonne. C'est l'alignement entre ton ego et ton self jungien. Tu comprends pourquoi l'influence véritable ne peut jamais être manipulation. C'est le logos stoïcien qui se manifeste à travers toi. L'intelligence émotionnelle n'est pas quelque chose que tu apprends, c'est quelque chose que tu révèles. Les stoïciens nous enseignent que nous retournons à notre nature, logos. Jung nous enseigne que nous nous souvenons de notre self authentique. Les neurosciences nous enseignent que nous réveillons des circuits qui ont toujours été là. Ta transformation ne commence pas demain quand les conditions seront parfaites, quand tu auras plus de temps, plus de ressources, plus de confiance. Ta transformation a commencé il y a plus d'une heure, quand tu as décidé de cliquer sur cette vidéo, quand tu as choisi d'investir ce temps dans ta croissance, quand tu as ouvert ton esprit à ces idées. Chaque moment de reconnaissance pendant ce voyage était déjà une transformation en cours. Et maintenant, chaque conversation à partir de maintenant est une opportunité de pratiquer. Pas de manière parfaite, personne ne communique parfaitement tout le temps, pas même Marc Aurèle ou Jung. Mais de manière consciente, intentionnelle, avec dévouement au processus plutôt qu'à la perfection du résultat. Tu possèdes maintenant la carte, la conscience de soi, l'empathie, l'adaptation, la régulation, l'authenticité, la création d'espaces sûrs, l'influence intègre. Tu as les pratiques, le journal quotidien, la méditation de reconnaissance, le dialogue intérieur, la praxis cosmopolite. Tu as la compréhension. La psychologie jungienne, la philosophie stoïcienne, les neurosciences modernes, tout est là. Il ne reste qu'une chose, ta décision de commencer le voyage, de pratiquer quotidiennement, de persévérer même quand c'est difficile, de te rappeler encore et encore qui tu es vraiment sous les patterns de réactivité. Les personnes qui influencent vraiment, qui laissent une empreinte durable dans la vie des autres, qui créent des transformations réelles plutôt que des changements superficiels, ces personnes ne parlent pas différemment des autres parce qu'elles ont appris des techniques sophistiquées. Elles parlent différemment parce qu'elles sont différentes. Elles ont fait le travail intérieur profond. Elles ont intégré leur ombre. Elles ont pratiqué la dichotomie du contrôle. Elles ont développé leur conscience interoceptive. Elles sont devenues émotionnellement sages. Et maintenant, tu sais comment devenir cette personne. Non pas en imitant quelqu'un d'autre, mais en révélant pleinement qui tu es. Non pas en ajoutant une façade de compétences, mais en libérant ta nature authentique. Non pas en manipulant les autres, mais en t'alignant avec ton intégrité intérieure la plus profonde. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as suivi ce voyage complet avec moi, c'est que tu es exactement le type de personne qui mérite cette sagesse, qui peut l'intégrer, qui va l'utiliser pour contribuer positivement au monde. Abonne-toi maintenant pour ne manquer aucune des pratiques avancées que je partage chaque semaine sur la psychologie jungienne, la philosophie stoïcienne et les neurosciences de la transformation personnelle. Et écris en commentaire quelle pratique tu vas appliquer dès aujourd'hui. Le simple fait de l'écrire augmente de plus de 60% ta probabilité de réellement le faire. Ta transformation continue maintenant, dans l'action, dans la pratique, dans le devenir quotidien de qui tu es vraiment. Carl Jung a écrit quelque chose qui résume parfaitement tout ce voyage. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Et Marc Aurèle a écrit dans ses pensées, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Tu as ce pouvoir, tu as cette intelligence émotionnelle, tu as toujours eu cette sagesse. Maintenant, va l'incarner, va la vivre, va la partager avec le monde à travers chaque mot que tu prononces, chaque connexion que tu crées, chaque vie que tu touches.
Parce que les personnes qui communiquent avec intelligence émotionnelle véritable ne changent pas seulement leur propre vie. Elles changent le monde, une conversation à la fois.